On m'a demandé cette semaine quelle était la différence entre enseigner en 2024 versus ce que c'était en 1990. Et sincèrement, la réponse, c'est tout. Toutes les petites choses de la vie de l'école qui sont systématiquement envoyées dans la cour des enseignants. Mais quand la cour est pleine, elle est pleine. J'ai longtemps hésité avant de réagir à cette vidéo-là parce que j'ai un énorme respect pour la profession d'enseignant et je voudrais surtout pas donner l'impression que je m'improvise expert dans le domaine. Je suis absolument pas. Ce que je veux dire, je le dis en toute humilité. Puis si vous êtes enseignant puis vous trouvez que je suis dans le champ, vous voulez m'envoyer promener dans les commentaires, c'est parfaitement correct, je l'aurais mérité. La réaction initiale en écoutant la vidéo de Sylvain Duclos, qui est un ami, c'est de me demander pourquoi les enseignants, vous dites pas juste non. Non à toutes les demandes déraisonnables, que ça vienne des administrateurs scolaires, du ministère, des parents ou de n'importe qui d'autre. Il y a une pénurie critique d'enseignants au Québec présentement. À moins que vous fassiez preuve d'une négligence grossière dans vos obligations de base, ils vont pas vous renvoyer, ils peuvent pas vous remplacer. Même s'ils essayent de vous punir ou autrement de vous sanctionner, ils peuvent pas risquer que vous quittiez votre job si vous n'êtes pas d'accord avec la sanction parce qu'il faudrait vous remplacer aussi. Ça devrait normalement vouloir dire que vous avez le gros bout du bâton dans vos relations professionnelles, particulièrement si on parle des demandes qui sont pas dans vos descriptions de tâches et qui rentrent pas dans une semaine de travail déjà bien remplie. Je dis ça puis je sais que c'est facile à dire. C'est sûrement moins facile quand on sait que c'est un enfant potentiellement vulnérable qui va peut-être pas avoir les ressources qu'il a besoin si vous répondez pas à chaque demande additionnelle. Ça, je le reconnais et je le respecte, mais je vous propose deux pistes de réflexion là-dessus. La première, c'est qu'on est toujours en train de former le système dans lequel on évolue. Chaque fois, par exemple, qu'un administrateur scolaire vous fait une demande qui sait qui est déraisonnable, mais qui vous fait juste un peu de chantage émotif pour que vous acceptiez, veut pas, ce qu'il est en train d'apprendre, c'est que le chantage émotif, ça marche avec vous. La prochaine fois qu'il a besoin de quelque chose, il va s'en souvenir, puis il va continuer à l'utiliser tant que ça fonctionne pour chaque nouvelle demande déraisonnable additionnelle. Ou si un parent qui est mal pris puis vous demande un appel ou vous envoie un courriel à 9 h le soir, si vous le faites, même si c'est pour être fin, pour le dépanner, ce que ce parent-là apprend, c'est qu'il peut s'attendre à ça de vous et de vos collègues à l'avenir. Chaque fois qu'il y a un nouveau programme social qui demande qu'un enseignant remplisse un formulaire ou fasse un rapport quelconque, si vous le faites, vous entérinez la création d'une nouvelle procédure bureaucratique qui va à la longue devenir une obligation additionnelle qui n'était pas dans votre description de tâche. Puis pas juste la vôtre, là, celle de tous vos collègues enseignants aussi. Ça va toujours être fait au nom de la même chose, un élève qui a besoin d'aide pour quelque chose. Ça, ça me mène à ma deuxième piste de réflexion. Relativisez vos obligations. Vous êtes des professionnels. La première responsabilité d'un professionnel, c'est de faire le meilleur usage possible des ressources qui lui sont disponibles pour maximiser le bien qu'il peut faire aux gens qui servent. Et la ressource la plus importante que vous avez à gérer, c'est votre propre énergie. Si toute l'énergie que vous dépensez en lien avec des demandes déraisonnables qui ne sont pas dans votre description de tâche pour essayer d'aider un élève fait en sorte que vous tombez en burn-out avant la fin de l'année, c'est une classe au complet qui va finir son année à passer d'un suppléant à l'autre. C'est quoi ça? C'est une vingtaine d'élèves que vous ne serez pas capable d'aider parce que vous avez dépensé toute votre énergie à essayer d'en aider un. Puis on parlera même pas des centaines d'élèves qui ne seront pas aidés par un jeune enseignant qui quitte la profession après juste un an ou deux quand il aurait pu avoir une carrière de 40 ans ou plus. Là, je m'écoute puis je le sais, c'est affreux vous demander à faire ce genre de calcul-là. Cette situation-là, c'est pas de votre faute, c'est de notre faute. C'est une faute collective d'avoir laissé notre système d'éducation publique devenir tellement mauvais que tout tombe sur vos épaules. On a tous nos responsabilités à prendre là-dessus, c'est sûr. Mais fondamentalement, tant que vous continuez à dire oui à toutes les demandes qui viennent d'un peu partout, les gens vont continuer à vous en faire. Tant que ça leur fait pas mal à eux et les politiciens qui gèrent les systèmes sociaux derrière eux vont être convaincus que tout est beau, tout va bien. Au moins jusqu'à ce que ça pète pour vrai. Puis rendu là, c'est tous les élèves qui vont en souffrir. Je vous dis pas ça pour vous dire de faire le minimum dans votre job. Je sais que c'est pas ça que vous faites. Continuez à faire ce que vous avez toujours fait, le plus que vous pouvez pour le bien de nos enfants. Mais à long terme, pour leur bien, pour votre bien et pour le bien de vos collègues, mettez-vous-en pas plus sur les épaules que ce qui est possible de faire. Mais en tout cas, comme je disais, je suis pas enseignant, j'ai un énorme respect pour vous les enseignants, puis ce que je le dis en toute humilité. Si je suis complètement dans le champ, ignorez-moi. Vous savez qu'est-ce qui se passe mieux que moi.